La peur qui unissait l'Europe. Commence-t-elle à la diviser? Dans les coulisses de la politique européenne, un ton nerveux, presque inédit, s'installe. Jusqu'à présent, l'Europe affichait un front uni face aux dangers venus de l'Est ou du Sud. Mais aujourd'hui, quelque chose se fissure. Tout est parti d'une simple déclaration de Kaja Kallas, la diplomate en chef de l'Union européenne. Parlant de sécurité, elle a évoqué la Russie et la Chine, reprenant un refrain connu dans les débats sur l'avenir du continent. Rien de surprenant, a priori. Mais cette fois, l'effet est explosif. La réaction dépasse tout ce que Bruxelles ou les médias européens pouvaient anticiper. Non seulement le climat politique s'enflamme, mais l'onde de choc ne vient pas de Moscou ou de Pékin. C'est un expert britannique, Alexander Mercouris, qui prend la parole publiquement. Pas un diplomate russe, pas un officiel chinois, un analyste reconnu du Royaume-Uni, qui propose ni plus ni moins que de remplacer Kallas à son poste. Selon lui, elle serait obsédée par la menace russe et chinoise, au point de nuire à la crédibilité de l'Europe. Cette attaque ne peut plus être ignorée. Ce n'est pas juste une querelle interne, elle révèle une fissure profonde dans la façade occidentale. Jusqu'ici, la peur servait de ciment à l'unité européenne. Mais si cette peur se retourne contre ses propres institutions, que restera-t-il de cette unité? Ce moment est crucial. Car si l'Europe refuse de regarder en face ses propres divisions, elle risque de perdre son unité, sa crédibilité sur la scène mondiale et même sa capacité à défendre ses intérêts fondamentaux. L'enjeu, désormais, ne vient peut-être plus de l'extérieur, mais du cœur même du projet européen. Mais alors, comment cette fracture est-elle réellement apparue? Et pourquoi cette crise de confiance bouleverse-t-elle l'équilibre européen? Regardons de plus près. Pourquoi la politique de la peur fonctionnait-elle si bien jusqu'à aujourd'hui? En Europe, évoquer la menace extérieure, qu'elle vienne de la Russie ou de la Chine, est une stratégie ancienne. Cette rhétorique a longtemps permis de souder les États membres autour d'un ennemi commun, justifiant des choix difficiles et l'alignement automatique sur les positions américaines, même lorsqu'elles étaient controversées. Pour des leaders comme Kaja Kallas et beaucoup d'autres, la crainte d'une attaque russe ou d'une influence chinoise n'est pas seulement un discours. C'est une forme d'assurance pour garder le soutien indéfectible des États-Unis, en particulier dans les pays baltes, où le sentiment d'insécurité reste très vif. Invoquer ces menaces offre une légitimité immédiate à toutes les décisions, qu'il s'agisse d'augmenter les budgets militaires ou de renforcer la surveillance des frontières. Ce consensus autour du danger extérieur a aussi permis à l'Europe d'éviter de regarder en face ses propres faiblesses en limitant la remise en question interne des choix stratégiques. On pouvait ainsi faire taire presque toutes les critiques, au nom d'un prétendu intérêt supérieur et d'une unité menacée. Pendant des années, cette méthode a semblé efficace. Elle rassurait et évitait les débats trop profonds sur l'avenir du continent. Mais à force de tout miser sur la peur, l'Europe s'expose à un immense risque. Rester prisonnier de cette rhétorique, c'est risquer de passer à côté des vrais défis internes. Fracture sociale, dépendance économique, perte de leadership technologique. C'est aussi se retrouver démuni face à des crises qui, elles, ne viendront pas toujours de l'extérieur. Mais voilà, le dernier choc ne venait pas de l'Est, ni même de Pékin. Il a surgi d'une fissure toute nouvelle, bien au cœur même de l'Occident. D'un seul coup, ce n'est plus la Russie ou la Chine qui ébranle la façade de l'unité européenne, mais une remise en cause venue de l'intérieur, par la voix d'experts et d'alliés inattendus. Quand les alliés deviennent les premiers détracteurs, la façade s'effrite. L'Europe découvre, stupéfaite, que la critique la plus virulente ne vient plus de ses adversaires, mais du cœur même du camp occidental. C'est une rupture symbolique et stratégique qui remet en question toute la rhétorique sur laquelle reposait l'unité européenne depuis des décennies. L'analyste britannique Alexander Mercouris, reconnu pour son influence outre-Manche, vient de qualifier la menace russe en Arctique de pure fantaisie. Selon lui, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, souffre d'une véritable obsession pour la Russie et la Chine, voyant des périls là où il n'y en a pas. Pour Mercouris, continuer d'agiter ces spectres n'est plus crédible et affaiblit la position de l'Europe sur la scène internationale. Ce qui frappe,
c'est que ce désaveu ne vient pas de Budapest ou de Varsovie, mais bien de Londres. Pour la première fois, la contestation surgit depuis le noyau même du bloc occidental, pas de sa périphérie. D'autres experts, notamment en Hongrie, rejoignent cette remise en cause. Ils dénoncent l'argumentaire de Kallas comme idéologique, maladroit et dangereux pour la politique européenne. Au même moment, un séisme économique secoue le continent. Donald Trump, président américain, impose des droits de douane sur les importations européennes en provenance de 8 pays alliés: le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. Officiellement, ce geste punit le refus européen d'aligner sa stratégie sur celle de Washington, notamment au sujet de la souveraineté sur le Groenland. Mais en réalité, il révèle une nouvelle ligne de fracture. L'Europe est désormais exposée à la pression de ses propres alliés et non plus seulement à celle de ses rivaux traditionnels. La vulnérabilité de l'Europe apparaît au grand jour. Non seulement elle doit faire face à des divisions internes inédites, mais elle subit aussi un chantage économique direct de la part de ses partenaires historiques. Ne pas reconnaître ce moment comme un tournant, c'est risquer l'isolement, la perte d'influence et des dommages économiques majeurs. La crédibilité des institutions européennes, fondée sur la solidarité transatlantique, vacille. À l'heure où certains réclament la fin de la rhétorique de la menace permanente, d'autres s'accrochent à leurs certitudes. Mais si l'Europe continue à ignorer ces signaux, elle pourrait bien perdre la maîtrise de son propre avenir. Mais alors, quelles options restent aux dirigeants européens face à cette double remise en question? Plongeons dans les scénarios possibles qui pourraient redéfinir la boussole de l'Europe. Quand la peur ne fait plus recette, sur quoi miser? À force d'agiter le spectre des menaces extérieures, la rhétorique de la peur lasse de plus en plus en Europe. Politiques, médias et citoyens commencent à se détourner d'un discours qui tourne en rond, sans apporter de réponse concrète à leurs inquiétudes réelles. Derrière les vitrines de l'unité, des fissures se dessinent. Le réflexe pavlovien du danger, utilisé pour cimenter les alliances et taire les désaccords internes, ne convainc plus. Beaucoup se demandent si le récit du péril permanent n'est pas devenu un frein à la lucidité et à l'innovation politique. Pendant que l'Europe hésite, les États-Unis n'attendent plus. Ils ne se gênent pas pour imposer leurs propres intérêts, même au prix de mesures économiques agressives contre leurs alliés européens. Les récentes décisions américaines montrent une vérité dérangeante. L'Atlantique ne protège plus l'Europe des coups de ses amis et le partenariat transatlantique n'est plus sacré. Face à cette nouvelle donne, l'Union européenne est à la croisée des chemins. Continuer à jouer la carte de la peur ou accepter de repenser ses priorités, remettre en question ses alliances et peut-être réinventer son agenda stratégique pour regagner une vraie autonomie. Ce n'est plus seulement la Russie qui interroge l'Europe. C'est le modèle même de gestion des crises par la peur qui s'effrite, révélant ses limites. Le discours sécuritaire, omniprésent depuis des décennies, ne suffit plus à masquer les doutes et la lassitude. Les citoyens réclament des réponses tangibles, pas des slogans. Mais l'Europe joue gros. Perdre le contrôle de son agenda, voir croître la méfiance de ses citoyens et risquer la tentation du repli national, voilà le vrai danger. Si l'Union ne se réinvente pas, elle pourrait devenir spectatrice de son propre effacement, dépassée par des forces qui dictent leurs règles sans elle. Reste à voir si l'Europe saura transformer ce moment de crise en tremplin pour se réinventer. Que peut-elle réellement faire pour reprendre l'initiative? Refonder l'unité européenne sans béquille de la peur. Mission impossible. Aujourd'hui, l'Europe fait face à un défi inédit. L'ennemi ne vient plus seulement de l'extérieur, mais se niche dans nos propres rigidités institutionnelles et dans l'incapacité à questionner nos vieilles certitudes. Refuser d'accepter la mutation du contexte géopolitique, c'est risquer de se retrouver prisonnier d'un système qui refuse d'évoluer et s'expose à l'obsolescence. Pour reconstruire la confiance, il faut favoriser la transparence et la diversité d'opinions. Mettre fin à la pensée unique, permettre aux voix dissidentes de s'exprimer sans crainte, c'est seulement ainsi que l'Europe pourra regagner la crédibilité perdue. Trop longtemps, la peur a été utilisée comme ciment de l'unité. Aujourd'hui, c'est le dialogue réel et la confrontation d'idées qui doivent prendre le relais.
L'heure est venue d'investir dans l'autonomie stratégique et la compétitivité économique. Les discours sur les menaces extérieures ne suffisent plus à protéger le continent. Développer la résilience industrielle, soutenir l'innovation, réduire la dépendance aux grandes puissances étrangères, voilà les piliers d'une Europe qui s'affirme par ses actes et non par ses slogans. Mais rien de tout cela n'est possible sans renouveler le leadership. Les citoyens attendent des dirigeants capables d'entendre leurs préoccupations concrètes, d'adapter le récit européen et de sortir des postures héritées du passé. Ceux qui sauront incarner ce changement pourront redonner du sens au projet européen, loin de la simple rhétorique de crise permanente. Car ne pas évoluer, c'est risquer la perte de pertinence et le déclin sur la scène mondiale. Le statu quo n'est plus une option si l'on veut garder notre autonomie, notre sécurité et notre influence. L'alternative est claire. Transformer l'Europe de l'intérieur ou accepter que d'autres décident à sa place. Mais alors, concrètement, comment chacun de nous peut-il agir face à ces bouleversements? Ce n'est pas qu'une question de gouvernants. Notre rôle, à tous, commence maintenant. L'ère du pilotage automatique est terminée. Qui écrira la suite de l'histoire européenne? Ce moment n'est pas une simple querelle de mots ou d'experts. Il marque la fin d'un cycle où l'Europe se contentait de désigner des menaces extérieures sans jamais regarder dans le miroir. Le confort d'un ennemi commun, qu'il soit russe ou chinois, s'effrite, révélant une réalité plus fragile. L'incertitude vient désormais de l'intérieur. Ignorer ces fissures internes, c'est accepter que d'autres décident à notre place. Continuer à jouer la carte de la peur, c'est peut-être risquer de perdre ce qui fait la force de l'Europe. Sa capacité à débattre, à douter et à se réinventer. La stabilité économique, les alliances stratégiques, la crédibilité politique, tout cela est en jeu quand la réalité change et que les anciens discours ne tiennent plus. La responsabilité n'appartient plus seulement aux dirigeants ou aux experts. Chacun d'entre nous, citoyens, journalistes, analystes ou simples spectateurs, a le choix. Laisser faire ou interpeller, questionner, proposer. Rester lucide, c'est refuser de se laisser bercer par la routine des vieilles peurs. C'est exiger des débats honnêtes, des choix réfléchis et une vigilance de chaque instant. L'histoire européenne ne s'écrit plus seulement à Bruxelles ou à Washington, mais aussi dans nos discussions, nos doutes, nos mobilisations. Plus personne ne peut piloter l'avenir à notre place. Le vrai enjeu, maintenant, c'est de choisir. Subir les décisions d'autres, ou façonner collectivement une Europe à la hauteur de ces défis. Alors, la question reste ouverte. Qui aura le courage d'assumer ce tournant, d'aller au-delà des slogans et de renouer avec l'esprit critique? La réponse dépend de chacun de nous.